KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Abandonnées l'hiver, ensevelies dans les neiges, elles y disparaissaient jusqu'au faîte, jusqu'à pierre creuse dont la cheminée perçait le toit. Jules les appelait des burons. C'était la seule vie de ce paysage immense, des herbages, des bestiaux et la splendeur déserte du matin. Depuis leur départ, les voyageurs n'avaient passé devant aucune maison, aucune grange ou étable. Rien que des étendues peuplées de troupeaux, des empilements de sacs bruns, cousus et ficelés, posés à même les herbages sur le bord de la route, avaient l'air tombés du ciel dans cette solitude prodigieuse. Le cousin les montrait de son habituel coup de menton, des racines de gentiane, plantes des altitudes. Les fermiers de cette montagne-là en avaient la coupe. Ils en tireraient tant de billets de 1000. Puis il reprenait le va-et-vient de ses forts souliers terreux. Dans cette aire de 1200 mètres, une cuisson grandissait qui serait bientôt implacable. Dégagé du matelas gazeux des plaines, le soleil s'appliquait à vif sur le cou, les mains, les parties exposées du visage, avec une juvénile frénésie. Les vêtements de laine avaient depuis longtemps quitté les voyageuses. Ouverts, les parapluies servaient d'ombrelle. Augustin, qui marchait devant la voiture, ne vit en se retournant que l'entassement de leurs ballons noirs. La monotonie de cette marche, les rares paroles du cousin, cette chaleur écorchante et légère, le jetaient dans une sorte de bonheur torpide. Si son corps montait l'interminable côte, son cœur et sa pensée lui semblaient couchés dans le repos d'un grand lit. Il faisait effort cependant pour entretenir, à larges intervalles, une conversation sur des sujets où le cousin put répondre. « Par ici, disait Jules, c'est des mannes, à tel domaine. C'est le buron de tel bâtier. » Augustin pressentait de très humbles technicités rustiques, probablement inchangées depuis le début des temps pastoraux. Puis il vit qu'il se trompait. Le cousin ajouta « Ma montagne à moi est plus près. J'ai des choses nouvelles, comme ma presse anglaise à fromage, des choses à surveiller, qui ont coûté de l'argent. Elles font en 10 minutes la besogne de 2 heures, et elles la font mieux. » « La montagne de Cerro est-elle par ici ?»« Par là-bas, » dit Jules, dont la paresseuse insouciance avait décidément perdu l'habitude d'employer sa main pour montrer. Mais la sèche saccade du menton semblait réservée aux choses proches. D'un penchement de tête assez pareil à un coup de corne, la nuque et l'occiput indiquèrent une région lointaine, du côté des chemins de fer et des villes, engloutie dans des horizons éblouissants. Ces infinies surfaces inhabitées, où ne pépiait aucun oiseau, n'étaient cependant pas inertes ni silencieuses. Elles fourmillaient d'une vie diluée, très loin des hommes, traversant le bourdonnement des mouches et les crissements des cigales, plus haut qu'eux sur la hiérarchie des bruits, des meuglements de bestiaux, au son pur et pauvre, perdaient dans leur ténuité de l'air leur masse sonore et leur volume, gardant juste un timbre terreux et élémentaire de plainte pastorale. Augustin, en exagérant à peine ses impressions, les interprétait comme un inassouvissement douloureux de très simples désirs. Les clarines de bêtes, les sonnailles au son fêlé, intermédiaires entre le métal et le bois, arrêtaient leurs vibrations trop tôt, avant que pût naître la véritable musique. Elle disait l'essentiel en une simplicité de pauvre homme, puis s'évanouissait dans un plein air disproportionné, à la fois morne et radieux. La route encercla une tête de vallon où suintaient ces eaux de marécage que le cousin appelait Nars. Simple égratignure dans la crinière des pâturages, le creux s'approfondissait lentement en aval vers la région invisible et chaotique des gorges.
très loin au-delà, plus loin que tout, plus loin que ce dentelé bleu fin et fatigué. De monts au nom incertain, en de rares jours très purs, 2 ou 3 fois par an, disait le cousin, à des distances perdues, on croyait voir, on n'était pas très sûr, d'autres dentelés blancs fixes, d'une immobilité parfaite, portés sur des piédestaux de nuages et pareils à un épaississement de la lumière. C'étaient les Alpes. Partout ailleurs, l'ondulante immensité des nappes herbeuses heurtait directement le bas du ciel. La route était très haute. Il y eut un palier où l'on trotta. Augustin fut un certain temps à distinguer d'avec les conversations fragmentaires venant des sièges arrière une sorte de cantinelle rituelle et monotone. Il devina le chapelet coutumier des pèlerinages, sentit comme une envie de s'y joindre et de répondre aux Ave. Mais c'était récitation traditionnelle de femmes. Il s'intimidait aussi de ce dialogue indirect et couvert avec la Marie de chez nous. Des chapelets semblables lui revenaient, moins chantonnés, moins paysans, récités dans sa petite enfance, du temps que ses parents étaient jeunes, quand la voiture du vieil oncle montait dans les bois. L'idée lui vint qu'un rosaire comprenait 3 chapelets. 150 Ave s'égoutteraient sur la route. Peut-être y aurait-il plusieurs rosaires. Ces femmes cesseraient par pure lassitude physique, non par sentiment du monotone et du fastidieux. Elles ne l'éprouvent pas plus que les bergers, la longue passivité de jours semblablement vide, passés sur des pâturages de montagne et qu'on retrouve dans leurs chansons. Augustin pensa qu'elle pouvait dire un nombre de chapelets fort grand, imprécise, somnolente, heureuse, comme le reste de sa torpeur, la pensée de Marie ne le quittait pas. S'il lui arrivait de rêver un avenir passé avec elle, lui plus âgée ou elle plus jeune, cette précision de projet gênait la paresseuse douceur de ce présent languide. De même, découvrait-elle trop cette jeune âme fermée dont il aimait le silence intérieur et la sèche lumière, pareille à celle des solitudes qu'il traversait. Arrivés au col, ils burent à un petit bac, fait d'un tronc d'arbre creusé, velouté de mousse, où se rassemblait une source, suintant parmi les mottes d'herbe. On arrêta la voiture pour faire reposer le cheval. Christine voulut boire. Les femmes cherchèrent dans les paniers une tassette en métal. L'eau, invisible de limpidité, glaciale à vous engourdir, offrait un léger goût d'herbe et de fer blanc. Marie restait dans la voiture près de Christine. Les autres femmes descendirent pour remuer les jambes. Le cousin Jules goûta l'eau dans le creux de sa main, puis la cracha sur la route. Lorsque Christine eut bu, Augustin remplit la tasse et l'offrit à Marie, mais elle la refusa d'un étonnement gracieux et d'un sourire tout de suite effacé. Ils remontèrent tous dans la voiture, et le vigoureux cheval de Jules se mit à trotter sur les hautes plaines. Augustin ne fut pas déçu. Il s'attendait à cet air à la fois aimable et systématiquement étranger. Dès qu'il fut de nouveau sur la banquette, près du cousin, il revit l'image charmante, le chapelet dans les mains brunes, la sincérité de lèvres respirantes et ce visage si curieusement patricien. L'aimait-il ? Il devenait assez vain de se le demander. Les circonstances n'eussent juste offert qu'une intimité fraternelle, stabilisée et secrètement pathétique, si seulement elle s'y fût prêtée. Il décida de se retourner parfois franchement vers le groupe des femmes, avec 2 ou 3 phrases gaies et générales, cachant une petite souffrance heureuse au milieu d'idées vagabondes et chimériques. En somme, parmi des irradiations très vastes, dont Marie était le cœur. Ils arrivèrent assez tard, 9h30 passées. Parmi quelques auberges et burons de montagne, une chapelle du XVe siècle montrait des parties plus anciennes et des ogives assez pures. Ce petit village, inaccessible en hiver, oublié dans les hautes terres, débris et survivance d'une très antique paroisse, dominait d'assez haut la solitude totale des pâtures.
On y arrivait par un accès semblable au chemin de ferme, simple éraflure terreuse sur la surface de la montagne. Le break du cousin Jules, solide, verni, léger, et son robuste cheval, équipage de riches cultivateurs propriétaires, se trouva pris dans la poussière d'autres voitures grimpant devant et derrière eux, carrioles à 2 roues, incommodes et sautantes, plus primitives et d'un degré plus bas dans l'ordre rural. Elle portait des paysannes toutes semblables aux cousines, comme elle en noir, de cette même très ancienne race, tenace, positive et utilitaire, traversée et marbrée de rêves, de goûts de départ et d'émigration. Sur les routes convergentes, on distinguait d'autres carrioles, taches sombres et mouvantes sur le lacis des routes de côte, entre les éperons de pâture lancés devant eux par les monts du Cantal. « Elles seront en retard », dit Marie de Labro, qui suivait les regards d'Augustin. L'air s'animait de cloches grêles, rongées comme tous les sons par l'altitude. Les souffles capricieux tourbillonnaient, à la fois intermittents et continus. Ils traversaient l'air imbibé, surchauffé de soleil, sans y attiédir leur froid constitutionnel et inaltérable. C'était le vent permanent des hauts espaces, inodorant et éternel. « Nous descendons, » dit Marie, qui se leva de son siège. « Vous, Christine, restez. Le chemin est dur. » En pleine marche, elle enjamba sans l'ouvrir la portière basse, posa sur le marchepied son fin pied de montagnère et bondit d'une légèreté précise sur l'un des bas-côtés herbus qui bordaient la route. La vieille Marie de Labro et Noël la rejoignirent, mais Jules dut les aider à descendre. Ils s'arrêtèrent devant d'informes croix sans âge, posées sur de vieux piédestaux en basalte. De vagues lettres y marquaient encore dans le rongement des lichens. Auprès d'elles, sœurs plus jeunes, des croix récentes se dressaient, portant des noms de paroisses sur des plaques de marbre. Les 3 orantes commencèrent, à genoux sur des mottes de terre, les prières du chemin de croix. D'autres paysannes les rejoignirent. Des lambeaux de cantiques montaient comme des flammèches. Les chanteuses suppliaient la Vierge de conduire leurs pas. Les voix traversaient les sonneries de cloches, s'atténuaient, s'émaciaient dans l'énorme soleil, pareil à des bougies en plein jour. « Nous serons là-haut avant elles », fit Augustin, tandis que la voiture prenait de l'avance sur le poussiéreux chemin. « Que non, elles savent les coursières !» La montée fut lente, en effet. Près de la chapelle, un peuple de charrettes élevait en l'air des bras, caricature de la prière des hommes. Leur cheval, attaché à la roue, mangeait le foin qui avait servi de siège. Augustin entra difficilement dans l'église bondée de paysans, lents à se mouvoir autant que leurs vaches, tassées contre les confessionnaux. Leur odeur traversait l'odeur de l'église, une fraîcheur de bénitier, de moisis et de caveaux. On étouffait. Un prêtre en surplis, étole et manipule, brun comme un mort, finit par sortir d'une porte ménagée dans les arceaux du chœur, s'agenouilla, ouvrit le tabernacle et distribua la communion aux paysans. Il s'écrasait devant l'autel en une molle foule dense, dans laquelle ceux qui avaient communié creusaient leur passage au retour. Augustin vit revenir Marie, lente, d'une douceur rigide, les paupières pures abaissées sur la petite figure romaine. Le respect l'empêcha de la regarder davantage. Il comprit tout d'un coup qu'elle n'eût pas bu pendant la route. Il ne vit pas les 2 autres cousines. Quelqu'un le saisit par le coude et le fit se retourner. Christine était livide, avec l'air de s'évanouir. Il la ramena au plein air. C'est là que les cousines la retrouvèrent peu après. « Ah !» dit Marie. « Vous étiez fatiguée, petite Christine ?»« Je me suis doutée. »
Elle atteignit, dans les paniers, le sucre, l'eau de mélisse, allongea sous Christine un coussin de manteau. Christine se sentit mieux. Le rose revint sur ses joues. Noël expliqua qu'au jour d'aujourd'hui, on ne pouvait plus faire comme autrefois. « Que faisait-on autrefois » demanda Augustin. « Du temps de mon grand-père, la moitié des gens s'en venaient à la Fonte Sainte, pieds nus, toute la nuit. »« Vous trois, dit Augustin, vous n'avez ni bu ni mangé ce matin. »« Nous ? Oh, ce n'est rien, firent-elles. Et comme sa tante répétait « de notre temps, on ne peut plus », ainsi que toutes les paysannes qui ne lâchent pas volontiers le fruit de leurs réflexions avant d'être bien sûres que toute l'amande est partie. « Aussi, fit Marie, on pourrait, mais on ne veut plus. » Elle regardait fixement du côté de l'église, belle vierge ardente et fraternelle, tandis que ses fraîches dents carnassières mordaient dans un croûteau de pain sec, d'un appétit enfantin. Augustin regardait les deux bouts libres de son foulard de laine, secoués par le vent continu. Le déjeuner eut lieu après la messe, en plein air, dans l'entrebâillement d'une porte de grange qui dépendait de l'auberge. Ils s'étaient installés tous les 6 sur un écroulement de foin tombé de haute pile. La conversation reprit sur le même sujet. Augustin en fut traîtreusement l'instigateur. Marie lui parlait du ton simple et amical d'un camarade faucheur. Le cousin Jules, chargé de gigot, le découpait en grosses tranches massives qu'il tendait au mangeur du bout de son couteau. Près de lui, signe de présidence, reposait la provision du vin et de bière prise à l'auberge, qu'il distribuerait tout à l'heure, à bras tendus, dans les gros verres côtelés. Marie disait que beaucoup de gens d'autrefois venaient pieds nus de chez eux pendant la nuit, amorça Augustin. Puis, il se rappela que c'était Noël, et non Marie, serra les lèvres et prit le temps d'apaiser son trouble. « J'en ai connu », fit le cousin, en mots d'une netteté sèche, destinée à imposer à ceux qui en auraient douté la croyance à de pareils phénomènes. Et tout de suite, s'adressant à Marie. « Tu avais-tu prié la bonne Vierge pour mon affaire, et la Marie de chez nous? C'est que ça réussit. » Il lui tendit 40 sous. « Tiens, voilà pour le cierge. Allume-le toi-même, et vas-y dire un chapelet, grand païen, » fit la Marie de Labro. « Je suis point païen, » dit Jules, tandis qu'un rire dont presque rien ne passait au dehors éclairait de l'intérieur son masque énigmatique, comme une joie close, incommunicable, à déguster seule. « Tu gagnes point tes Pâques, mais je donne de l'argent au bon Dieu. Peut-être qu'il aime autant ça que si je venais pieds nus. » Ses yeux, faussement perplexes, et son nez long, déporté du bout, lui donnaient une extraordinaire expression de bonhomie railleuse et de ruse. « Oh, tais-toi, oncle Jules, » fit Marie frémissante, tandis que se continuait l'air narquois du cousin. Augustin fit insidieusement rebondir la conversation aux idées générales. « Est-ce qu'on retrouve encore ces grandes formes de foi dans les pèlerinages ? » « La Sainte Vierge demande d'autres efforts, » fit Marie, montrant cette ardeur des choses religieuses et en même temps ce ton d'actualité pratique propre aux questions matérielles de première importance, comme le prix des vaches et le salaire des domestiques. Elle ajouta « Et elle en trouve bien qu'il les lui en donne. » Ses traits gardaient un rose de confidence forcée et d'exaltation mal explicable. Tandis qu'Augustin, attentif à cette phrase un peu obscure, hésitait à comprendre. « Ah, la Marie, dit la cousine Noël, c'est-il que tu voudrais toujours te faire nonne ?» Augustin arracha la conversation aux personnalités, tant pour venir au secours de Marie qu'il voyait désemparée par la brutalité de l'attaque, que pour cacher l'extrême tension de son propre cœur. « On ne sait point, fit-il, ce qui répond le mieux aux besoins actuels, religieuse contemplative, hospitalière ou missionnaire. » Mais la cousine revint à la charge
avec cette vulgarité qui n'a cure des indiscrétions et ce désir d'exploiter un succès commencé. « Oui, laquelle c'est-il que tu veux être ?» Augustin voyait se gonfler et trembler les très pures lèvres, désespéré des suites qu'avait eues sa question, déchiré de gratitude, d'offrande et de remords. Dans ces circonstances critiques, le cousin Jules eut le poids d'un pater familias. « Faudrait voir à la laisser tranquille, si ça vous ne fait rien à aucun. Hé !» Il jetait à côté de lui un coup d'œil distrait, oblique et bas, ne regardait personne, ne s'adressait à personne, l'énonciation de sa volonté abstraite, n'ayant nul besoin de se fixer sur quelqu'un pour se faire obéir. Elle eût agi toute seule, sans qu'il y fût, comme le chapeau du bailli suffisait sans sa présence. Il ajouta cependant un petit supplément à l'adresse de Noël, redevenue muette. « T'as un peu trop de bec, toi. Les oies en ont moins. » Dans le silence qui suivit, il recommença de mâchonner tranquillement son gigot. Augustin pensa qu'il protégeait cette vocation comme tout ce qu'il faisait, obscurément. Une soudaine diminution d'éclairage les fit se retourner tous. Debout, contre le cadre de la porte, le dos à la lumière, un paysan contemplait les mangeurs et le tas de foin. Sa chemise de coton sale plongeait dans un de ses pantalons de cérémonie, dont sont responsables les tailleurs ruraux, et qui font descendre sur les gros souliers des dimanches un nombre indéterminé de plis ingénus. « Tu trouves qu'on t'abîme ton foin ? Eh, Père Lorendou !» fit Jules de son habituelle voix goguenarde. « On viendra chez toi prendre le café et le pousse-café et payer le vin et la bière. Marche que, va !» Mais le paysan fit une espèce de rire à sens mêlé. « Il y a monsieur Thomasin qui a demandé après vous. »« Ah, il y a monsieur Thomasin. Et comment qu'il savait que j'étais par ici, monsieur Thomasin ? » Il savait pas, il demandait que. On ira prendre le café avec lui s'il y est toujours. Dans l'esprit d'Augustin, la confidence arrachée à Marie se déroulait sans bruit, lentement, pli après pli, comme une étoffe d'ornement sacré trop vaste pour le coffre où elle repose. Retombée aux soucis terrestres, maîtresse d'elle, Marie pliait les serviettes, rangeait soigneusement les restes du repas, avec cet autoritarisme léger qui allait si bien à son visage de jeune patricienne et donnait le désir de lui être soumis. Une sorte de déchirement tendre emplissait l'âme d'Augustin, d'admiration, de pitié, de douceur. Cet intérêt sentimental dont il avait cherché le nom expirait sur un autel. Le chemin vers l'auberge tournait dans la terre fraîchement raclée de la montagne, plein de pierrailles et de crottins. Un grand bruit de foule et d'entrechoquement de verre sortait par les étroites fenêtres. L'entrée était villageoise et pantagruélique. Des gigots et des poulets, enfilés dans des tringles constituant rôtissoirs, roussaient et sifflaient devant un feu de fagots. D'étonnantes servantes, hardies, rouges, fumantes comme de la pluie, retournaient de vastes salades avec leurs bras nus plongés dans des baquets. Le patron s'occupait du vin, de la bière, des liqueurs, et en général de toutes choses où il pouvait pousser par son exemple à la consommation. Mais la patronne, petite femme maigre, corsage serré, cheveux tendus, la seule qui ne trouva pas qu'il fît chaud, surveillait avaricieusement en pelant des pommes de terre en geste d'une technicité rapide. Devant le feu de fagot, un autre feu cuisait, sur un fourneau, des ragoûts dans des casseroles, des bassines de pommes de terre, et ces larges pâtés appelés tourtes qui sont les desserts des paysans. Un arôme d'eau-de-vie de mare et de café ennoblissait tous les autres, instillait, en leur masse graisseuse, un levain de gaieté. L'immense table supportait un chaos d'assiettes et de bouteilles sales, attaquées par le régiment grondant des mouches noires. Le bruit qui sortait de la salle à manger formait brassage de croassements patois,
d'éclats soudains, de chaleur générale et de vaisselle remuée. On avait certainement servi plus de 300 repas. Une bonne sortie, chargée d'assiettes portées en pile, tangentiellement à ses hanches. Se retournant contre une galanterie lourde, elle resta une seconde, sa grande bouche ouverte, immobilisée entre deux portes, le temps de produire un rapide tenier. Une queue de cheveux roux descendait dans son cou. Elle suait à pleine figure. Augustin entra dans le sillage creusé par les coudes du cousin Jules. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.